Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? 2021, nous y sommes. Enfin, dans cet épisode de ma pause café avec Tia, je reçois aujourd'hui quelqu'un que vous avez déjà entendu ici, mais que vous ne connaissez pas vraiment. Moi. Je vais me mettre à la place de mes invités pour cette pause un peu particulière. L'équipe de ma pause café avec Tia vous souhaite une merveilleuse année 2021 et une très bonne écoute. Prenez votre tasse, installez-vous et dégustez ce moment. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Tia, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un peu troublant de t'avoir comme invitée, mais on ne va pas déroger à la règle. Première question, tu es plutôt thé ou café? Alors ça va être très facile. Café, 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 même si des fois je peux m'octroyer une petite pause thé, mais allez, dans 90% des cas, je serai café. D'accord, donc ce sera une pause café aujourd'hui. Tu étais quel genre d'enfant, Tia? Alors, petite, je sais pas si j'étais insolente, mais en tout cas, je parlais beaucoup. Et j'aimais m'amuser, en fait. J'étais pas timide, j'étais pas du tout timide. Je parlais aux adultes, je parlais aux enfants, je prenais la parole, ce qui n'était pas très bien. En tout cas, ma maman, c'est ce qu'elle me disait. Quand les adultes parlaient, les enfants devaient se taire. Donc j'étais, ce genre d'enfant, une petite fille pas vraiment turbulente, mais en tout cas qui savait déjà ce qu'elle voulait. Ok, intéressant. Tu as grandi en région parisienne. Quel impact a eu sur toi cette partie de ta vie? Et est-ce qu'avoir grandi à Paris, ou plutôt en région parisienne, ce qui n'est pas la même chose, a joué un rôle dans ta vie actuelle? Très bonne question. Alors c'est vrai que j'ai commencé les premières années de ma vie en région parisienne et je pense que définitivement ça a eu un impact sur mon caractère, dans le sens où quand t'es une fille et que tu viens de banlieue, t'auras tendance à, je pense, avoir une grande gueule. Alors ça, je fais une généralité qui ne devrait pas être faite parce que ça ne veut pas dire que toutes les filles de banlieue ont une grande gueule, mais je crois que le fait de vivre dans un endroit comme celui-là où la force de caractère est une arme, entre guillemets, te pousse à avoir un très fort caractère. Donc, on va dire, à avoir une grande gueule. Donc, ouais, forcément, ça a impacté ma vie. Et je sais pas si j'ai toujours une grande gueule, mais je dis ce que je pense. Donc, on va dire que ouais, ça impacte aussi ma vie actuelle. Alors, parle-nous de ta Martinique, tes souvenirs, ton histoire là-bas, comment tu as vécu le fait de laisser justement cette banlieue pour aller en Martinique. Bon, alors, ça a été difficile. Sincèrement, le passage entre la banlieue et la Martinique, ça a été difficile parce que quand j'étais en France, j'avais une certaine liberté que je n'ai pas retrouvée tout de suite quand je suis arrivée en Martinique. Il faut dire que j'étais dans une assez grande ville avec des moyens de locomotion, c'est-à-dire le bus, le tramway, qui me permettait de sortir avec mes copines. J'étais une pré-ado, mais ma maman me faisait confiance et je me débrouillais aussi très bien. Donc je pouvais sortir avec mes copines. Alors que quand je suis arrivée en Martinique, on était au fin fond du nord de la Martinique, à Basse-Pointe précisément, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et les moyens de locomotion, si t'as pas une voiture, quand tu vis là-bas, c'est assez compliqué. Et donc, je l'ai mal vécu parce que déjà, pour moi, la vie était totalement différente. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de centre commercial. Voilà, donc j'étais chez la famille parce qu'on est arrivé, j'étais chez mes proches. Et on faisait pas grand-chose, quoi. Et faut aussi savoir que, alors, il y a la mer à Basse-Pointe, mais c'est une mer, on va dire, sauvage, où on fait du surf.
Donc pas forcément super cool pour une gamine qui sait pas très bien nager. Et donc ouais, les débuts en Martinique ont été assez compliqués. Mais j'adore la Martinique et j'ai réussi à comprendre ce qu'était la Martinique avec les années et surtout à relativiser. Puis j'ai grandi surtout là-bas, j'ai grandi et finalement c'est une île qui est juste splendide avec une chaleur humaine incroyable. C'est une chance de grandir là-bas. Je crois que si un jour j'ai des enfants, j'aimerais beaucoup qu'ils grandissent là et peut-être pas en France, parce que c'est un luxe d'être sur une île, de pouvoir aller à la plage quand on le souhaite, de prendre le bateau, de manger des fruits à même l'arbre, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a une qualité de vie qui est quand même assez incroyable quand on est en Martinique, et ça je l'ai comprise avec les années. Donc je crois que c'est la sagesse qui a joué, mais ouais, la Martinique c'est vraiment pour moi le plus bel endroit sur Terre, et aujourd'hui je n'y vis plus, mais je sais que j'y retournerai. Ok, intéressant, c'est bon à savoir. Donc adolescente, donc comme tu le dis, petite, t'as eu du mal, mais adolescente, comment tu te voyais plus tard? Est-ce que ça a été facile de te projeter en Martinique? Alors, parce que c'est une île. Est-ce que ça a été facile? Oui et non, c'est-à-dire que j'étais adolescente, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire, je voulais être danseuse. Donc c'était assez facile parce que de toute façon je voulais être danseuse, mais pas en Martinique. Je voulais être danseuse dans de grandes compagnies aux États-Unis, des choses comme ça. Donc ouais, je savais ce que je voulais faire et je savais que ce serait pas en Martinique. Pas parce qu'il y avait pas ce qu'il fallait, même si il y a une raison aussi. Ouais, en Martinique il y a pas ce qu'il faut pour, mais c'est parce que je voyais vraiment très très grand. Je voyais les choses en grand et ouais, je voulais être danseuse professionnelle. Ok. Et est-ce que ta vie de jeune adulte a été finalement la définition parfaite de ton rêve? Alors pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai fait de la danse, effectivement. J'ai fait de la danse pendant des années. J'étais une passionnée de danse. Par contre, la réalité a pris le pas. Et à un moment, il a fallu que je travaille pour des raisons personnelles. Donc j'ai arrêté l'école et j'ai travaillé, et ce qui fait que la danse ça a été juste un passe-temps. Donc j'en ai fait, j'ai continué à en faire en parallèle de mes différents boulots parce que je cumulais les boulots. Mais non, malheureusement je suis pas devenue danseuse professionnelle, même si je crois qu'au fond de moi sommeille l'âme de Kamel Wally. D'accord, donc tu n'es pas devenue hôtesse de l'air, mais tu n'es pas devenue danseuse plutôt, mais hôtesse de l'air. Maintenant, en 2021, là, ça va faire 13 ans que tu es hôtesse de l'air. Quel regard portes-tu sur ton travail? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que tu es toujours heureuse de faire ce métier? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que je reçois beaucoup de messages concernant des gens qui rêvent de faire ce métier. Et oui, alors, j'aime mon métier. Ce n'était pas un rêve comme être danseuse qui lui, l'était pour le coup. Mais être hôtesse de l'air, ça n'a jamais été un rêve, ça a été un concours de circonstances. J'ai appris à aimer ce travail parce que honnêtement, c'est un beau métier. Maintenant, il a totalement changé. Il y a 13 ans, quand je suis arrivée, je trouve qu'il y avait encore un peu cette admiration pour ce métier concernant les passagers. Aujourd'hui, on est carrément dans de la masse, dans du voyage de masse, et c'est vrai que même si on retrouve quelques personnes qui ont encore des étoiles dans les yeux quand elles arrivent dans l'avion, il y en a très peu. Il y en a très très peu. Et il y a moins ce côté « waouh, elle est hôtesse de l'air ». Mais ça reste un très beau métier. Ça reste un très très beau métier. Je suis contente de le faire. Je ne ferai certainement pas ça encore 20 ans. Parce qu'en même temps, voilà, j'ai un âge. Mais non, c'est un très beau métier. Et à tous ceux qui ont envie de faire ce métier, vraiment, allez-y. Allez-y parce que vous allez rencontrer des gens à chaque vol qui vont vous faire rire, qui vont peut-être aussi vous énerver des fois, mais ça fait partie du job. Vous allez découvrir des endroits juste incroyables. Et non, vraiment, je ne regrette pas d'avoir mis un pied dans l'avion. Alors, tu es chef de cabine depuis quelques années. C'est un poste à responsabilité dans lequel il faut avoir un certain charisme, un important niveau de confiance en soi
est-ce que tu as toujours été cette femme sûre de toi, qui ose, qui crée, voilà. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je sais même pas, en fait, si je suis vraiment ce genre de femme. C'est peut-être l'impression que je donne. Mais je suis plutôt le genre de femme qui se pose 3 milliards de questions en vrai. Je me pose énormément de questions. Je serais plutôt du genre à repousser les échéances plutôt que de foncer tête baissée. Je doute énormément. Ouais, non, j'ai peut-être du charisme, mais par contre, j'ai peut-être du charisme, j'ose, mais avant d'arriver à ça, voilà, il y a tout un processus de questionnement, de remise en question qui peut durer très, 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 très longtemps. Après, j'ai de la chance d'être bien entourée, et notamment par des gens qui croient en moi, donc qui me poussent, comme par exemple pour mon blog. Si Doudou n'avait pas été là, le blog ne serait certainement pas là. Et j'ai aussi des amis qui me motivent en me disant non mais ce que tu fais c'est bien, tout ça. Et c'est vrai que ça m'aide à relativiser en me disant que je fais du bon boulot, donc il faut oser plus. Mais c'est pas inné chez moi, c'est vraiment pas inné et je le travaille. J'essaye de le travailler au quotidien un petit peu plus en me disant arrête de te poser autant de questions, mais ouais, c'est pas évident, c'est vraiment vraiment pas évident. Ah, on n'aurait pas cru, vraiment, tu donnes pas cette impression. Mais c'est intéressant de le savoir. Comment on parvient à avoir la vie que tu as aujourd'hui ? Parce que justement, tu fais plein de choses et ça peut faire rêver certaines personnes. Il faut une part de chance ou est-ce que c'est uniquement du travail ? Être hôtesse de l'air, voyager beaucoup, avoir une chaîne YouTube et des choses comme ça. Toi, selon ton vécu, tu crois que c'est de la chance ou pas du tout ? Je n'aime pas du tout cette phrase « tu as de la chance ». Je n'ai pas de chance, je travaille pour. Je travaille vraiment pour. Et la chance, c'est de l'ordre du... pas de choses que l'on mettrait en place. Et je crois que c'est pas du tout ce qui se passe pour moi. Donc non, je n'ai pas de chance. Tout ce que j'ai travaillé pour être hôtesse de l'air. J'ai travaillé dur. Le blog, les 2 blogs, la chaîne YouTube, le podcast, j'arrête pas. Et il faut avoir conscience de ça. Alors oui, il y a beaucoup de gens, beaucoup, c'est relatif, mais il y a des gens qui réussissent en ne faisant pas grand-chose, et tant mieux pour eux. Moi, je dois faire beaucoup, et je pense que la majeure partie des gens travaillent beaucoup pour avoir ce qu'ils ont. Mais en même temps, c'est une fierté. C'est une fierté de se dire, ouais, j'ai peut-être passé beaucoup d'heures à écrire un article ou à faire une vidéo, ou même des fois quand on fait des vidéos à rallonge sur plusieurs jours de travail, mais quand on voit le résultat, quand les gens sont contents, c'est une très très grande fierté. Donc non, je n'ai pas de chance, je travaille beaucoup, mais j'aime ça en même temps, donc je ne me plains pas du tout, vraiment, c'est pas une plainte, mais faut avoir conscience de ça. Les gens qui réussissent, dans la majeure partie des cas, ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Donc je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que ça me permet d'avoir une vision très claire de ce qu'est l'argent, de ce qu'est justement cette notion de chance. Et ça me permet de me projeter dans le genre de femme que j'ai envie d'être. Donc non, je n'ai pas du tout de chance. Ok, donc comme on le disait précédemment, tu travailles beaucoup. Donc, et notamment sur les réseaux sociaux, avec différents supports. Mais j'ai lu récemment que tu n'en vivais pas, ce qui m'a étonnée. Alors, ma première question est pourquoi tu ne gagnes pas d'argent avec tes réseaux sociaux ? Et la deuxième, si ça demande autant de travail, comme tu viens de le dire, et que tu ne gagnes pas d'argent, pourquoi tu n'arrêtes pas ? Ouais, c'est pas con comme question. Donc, pour répondre déjà à la première, pourquoi je ne gagne pas d'argent ? Pourquoi je ne gagne pas d'argent avec mes réseaux sociaux ? C'est pas évident, déjà dans un premier temps, il faut avoir conscience aussi de ça. C'est pas évident de gagner de l'argent avec les réseaux, que ce soit le blog, Instagram, YouTube. Ma chaîne YouTube est monétisée, donc je gagne un petit peu d'argent quand même avec YouTube. Pas de quoi me payer un loyer, par exemple. Mais ça prend quand même pas mal de temps pour vraiment se dire « je vis de mes réseaux sociaux ». Ça demande du temps. Et puis, je crois aussi que ça demande
J'irai pas forcément encore plus de travail, mais peut-être un travail différent et surtout une équipe pour produire plus de choses ou produire différemment aussi. Après, peut-être aussi que je ne fais pas les choses de la bonne manière, il y a ça, hein, faut pas non plus se mentir. Mais ouais, clairement, aujourd'hui, je ne gagne pas parce que Doudou m'aide sur certaines choses. Par exemple, le montage des podcasts, aujourd'hui, c'est lui qui fait ça pour moi. Mais après, pour tout le reste, tout ce qui est création de contenu, je suis toute seule. La gestion de mes réseaux sociaux, je suis aussi toute seule. Ce qui fait que j'ai une charge de travail qui est quand même considérable. Et j'ai peut-être pas assez le temps aujourd'hui pour me focaliser sur vendre justement de manière, voilà, on met ça entre guillemets, mes réseaux. Mais voilà, les gens que je suis et qui gagnent leur vie avec leur réseau, beaucoup travaillent en équipe parce que finalement, seul on fait des trucs sympas, mais à plusieurs, on va plus loin, on peut créer plus de choses et impacter plus de monde, créer des choses qui peuvent être monétisées, par exemple, des choses comme ça. Mais voilà, je travaille déjà beaucoup, j'ai mon boulot à côté. Donc c'est pas évident de gérer ça, donc ouais, clairement je n'envie pas, même si j'aimerais beaucoup, on va pas non plus se mentir. Après, pourquoi je n'arrête pas, même si j'aimerais vivre de mes réseaux, je fais d'abord ça parce que j'aime ça. Et je crois que c'est pour ça que ça me dérange pas de travailler autant et d'avoir le blog, deux blogs, un podcast, une chaîne YouTube. C'est parce que j'aime ce que je fais, j'aime créer du contenu, je trouve ça super challengeant. Ça me ferait progresser en tant que personne, déjà à titre individuel, et j'ai l'impression d'aider les gens. J'ai l'impression d'aider les gens, et ça, c'est trop cool. C'est vraiment trop, trop cool. Et je n'arrête pas pour cette raison. J'ai cette impression, peut-être naïve, d'avoir une utilité. Donc si un jour je peux être payée pour ça, vraiment, ce serait cool. Mais voilà, je perds pas espoir et je continue de travailler, je continue de produire des choses qui, je l'espère, sont de qualité. Et ça viendra quand ça viendra, mais je n'arrête pas pour ça, parce que je kiffe vraiment ce que je fais. Ça c'est cool, parce que des fois on a l'impression que les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux le font parce qu'il faut le faire. On retrouve souvent des contenus qui se ressemblent, et on se demande si vraiment justement vous aimez ce que vous êtes en train de faire, ou si c'est juste du copier-coller. On s'inspire chacun des uns des autres, faut pas non plus se mentir, hein, on va pas inventer la roue, mais on s'inspire. Après, l'idée c'est de s'inspirer, pas de copier, parce que en plus ça se voit. Chacun doit avoir son identité propre, c'est ça qui est intéressant quand on suit quelqu'un, se dire je suis un tel parce qu'elle me parle de ça de cette façon, et l'autre pourra me parler du même sujet mais avec ses mots à lui, et ce sera tout aussi intéressant. Donc c'est ça qui est bien. On s'inspire de ce qui est fait, mais après on apporte notre touche personnelle et notre identité surtout. Et là, ça fait toute la différence. Ok. Est-ce que tu te considères comme une influenceuse? Et pour toi, c'est quoi une influenceuse? Alors, est-ce que je suis une influenceuse? Je sais pas si je suis une influenceuse. Je vais déjà donner ma définition de l'influenceuse. Une influenceuse pour moi, ou un influenceur d'ailleurs, c'est quelqu'un qui va impacter quelqu'un d'autre par rapport à un sujet parce qu'il aura une maîtrise de ce sujet, ou parce qu'il aura une vision qui va apporter une valeur ajoutée à ce sujet. Voilà. Maintenant, un influenceur ou une influenceuse, c'est toi, c'est tes parents, c'est ta cousine, ta meilleure amie, c'est la personne que tu vas regarder à la télé, ça va être la personne qui a écrit un livre. En fait, je crois qu'au fond, nous sommes tous des influenceurs parce que nous impactons d'une manière ou d'une autre les gens qui nous entourent. Donc on a un premier cercle d'influence, chacun, et on va impacter ces gens-là. Donc on influence ces gens-là. Et puis après, selon la portée de notre discours, on va impacter de plus en plus de monde. Mais je crois qu'au fond, on est tous des influenceurs. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a une notion professionnelle à ça, et je le comprends totalement, parce que le métier, ça devient un métier. Et le truc, c'est qu'avant, il y avait des influenceurs, par exemple, quand on regarde les publicités dans les années 90 et qu'on voyait des acteurs, des actrices qui nous vendaient, par exemple, un parfum, c'était des influenceurs. Alors oui, la vente était faite, la promotion était faite différemment, mais ils nous influençaient en quelque part,
quand on avait un sportif qui était dans une pub de voiture et qu'on se disait ouais elle a l'air sympa la voiture et qu'on se disait qu'on allait l'acheter, ben on était influencé d'une manière ou d'une autre. Alors ça c'est pour la notion d'achat, mais par exemple quelqu'un qui avait un discours politique ou dans un débat qui donnait son opinion et qui, grâce à son avis, nous permettait de voir les choses différemment, ben cette personne nous influençait aussi. Donc, ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, voilà, avec les réseaux sociaux, on en a une autre image, mais je crois que ça a toujours existé, que ça existera toujours, et comme je le dis, nous sommes tous des influenceurs à notre échelle, et puis en fonction de l'échelle, ça peut être plus ou moins important, mais nous sommes tous des influenceurs. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que aujourd'hui, la notion d'influenceur a quand même une connotation négative. Et qu'est-ce que tu penses justement de cette connotation négative? Et à ton avis, pourquoi il y a cette connotation négative? Alors, le métier a évolué, comme j'ai dit, et forcément, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Et je pense que le négatif, ce sont ces personnes qui sont plus des panneaux publicitaires que de vrais influenceurs. Pour moi, l'influenceur, même si c'est quelqu'un qui me vend un produit, j'ai envie d'avoir un avis objectif. J'ai envie que cette personne ait véritablement testé ce produit qu'elle me vend. Alors qu'aujourd'hui, on arrive à ces dérives où des fois, des gens n'ont même pas testé un produit et nous le vendent. Donc c'est ça qui est assez fou. Et voilà, ça c'est pour la dérive commerciale, mais il y en a d'autres avec malheureusement des fake news et des choses comme ça. Et ça a un impact, surtout par exemple avec des fake news, qui peuvent être vraiment graves. Donc les gens ne sont pas non plus stupides et arrivent à percevoir quand on a ces influenceurs qui ne travaillent pas pour des raisons valables et justes. Et ça impacte tous les autres, parce que forcément, on fera l'amalgame, ce qui est dommage, parce qu'il ne faudrait pas. Et il y a des influenceurs qui sont juste là, comme je disais, pour être des panneaux publicitaires. Et puis après, il y a des influenceurs qui sont des créateurs de contenu. Et je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses, parce que le créateur de contenu, c'est celui qui se démène pour soit écrire un article, soit faire une vidéo ou un podcast, ou même si c'est que sur Instagram, essayer de faire les plus jolies photos, avoir les légendes super intéressantes, faire des recherches, des choses comme ça. Donc il y a une différence, je pense qu'il est important de faire et ne pas faire l'amalgame entre ces deux types d'influences, parce que ce sont quand même des influences qui sont totalement différentes. Mais ouais, je pense que c'est important de dissocier les deux. Ok, intéressant. Et on va avancer dans le temps. Donc là, on a un peu vu tout ce que tu as fait ces dernières années avec la Martinique, tes réseaux sociaux. L'année 2020, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as appris quelque chose de cette année incroyable? 2020, je vais être honnête, 2020 pour moi, donc vraiment à titre personnel, a été une très belle année. Alors j'ai conscience que beaucoup de personnes ont très mal vécu cette année, que beaucoup de personnes ont souffert de cette année et souffrent toujours d'ailleurs, parce que la crise n'est pas terminée. Mais en tout cas, pour moi, 2020 était une très belle année. Très belle année parce que j'ai pu travailler, notamment sur mes réseaux sociaux, parce que j'ai été en chômage partiel, les avions étant cloués au sol, ce qui m'a laissé énormément de temps pour moi. Le truc, c'est qu'avant, je me plaignais de ne pas avoir de temps et donc de ne pas pouvoir faire plein de choses sur les réseaux. Là, je n'avais plus d'excuses, donc j'ai beaucoup travaillé sur mes réseaux. Ça s'est ressenti parce que les chiffres ont augmenté sur tous mes réseaux, donc ça, c'est super cool. Et non, vraiment une très belle année au niveau professionnel, vraiment. Une année aussi au niveau professionnel qui m'a fait réaliser certaines choses. Donc des choses, même si c'est du professionnel, que je préfère garder pour moi parce que c'est à titre personnel. Mais voilà, j'ai découvert que j'étais capable de nouvelles choses alors que je ne m'en sentais pas capable. Et puis j'ai appris que finalement, justement, comme on le disait tout à l'heure, moi qui ne suis pas une femme qui ose, j'ai osé un petit peu plus de choses. Alors, comme je vous l'ai dit, Doudou est toujours derrière pour me pousser un petit peu, mais j'ai quand même osé beaucoup plus de choses cette année, des choses qui se sont finalement trouvées être des choses très positives. Et j'ai osé aussi un semi-marathon pour le côté sportif.
Ça a été vraiment cool. L'expérience a été très belle, même si j'aurais préféré faire mon semi-marathon à Amsterdam comme c'était prévu. Mais voilà, je me dis que ce n'est que partie remise. Après, au niveau personnel, ben, je me suis mariée, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Et je me suis rapprochée aussi de ma famille, mais je crois que c'est la situation qui a fait que on s'envoie plus de messages, on s'appelle plus, que ce soit avec ma famille, mes amis. On réalise que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, même si on le sait, hein, au fond, tout le monde le sait, mais c'est vrai que quand on vit une crise comme ça, sans précédent, ben, ça nous fait réfléchir. Et ouais, forcément, en 2020, j'ai beaucoup réfléchi. Mais de manière globale, ça a été une très très belle année. Vraiment très très belle. Et dire le contraire, ce serait mentir. Donc j'espère que 2021 sera ouais, le prolongement de 2020 pour moi. Bien sûr, je parle pour moi. Et voilà. Ok, ben, la transition est toute faite. Tu parles de 2021. Comment s'annonce 2021 pour toi? Quelles sont tes résolutions pour cette nouvelle année? Alors moi, j'ai pas de résolution. J'ai pas de résolution parce que je trouve que la résolution, c'est quelque chose qui n'est pas concret. J'ai plutôt des objectifs. La différence pour moi entre résolution et objectif, c'est que la résolution, c'est par exemple, je vais parler allemand cette année. Et l'objectif, c'est me dire que au 30 juin 2021, je vais pouvoir réserver une chambre d'hôtel en allemand, je vais pouvoir manger au restaurant en commandant mon plat en allemand, je vais pouvoir parler de mes hobbies, par exemple, à mes amis qui vivent ici en allemand. Voilà, c'est quelque chose de plus concret. Donc j'ai plutôt des objectifs. Et pour 2021, ben, notamment parler allemand. Donc ouais, vraiment, je me suis déjà lancée dans le truc. C'est très compliqué, très très compliqué. Mais voilà, 2021, je veux parler allemand. Continuer sur la même lancée sur mes réseaux sociaux. Parce que là, j'ai trouvé vraiment ma nouvelle ligne éditoriale. Ben, ça, c'est depuis fin 2019. Mais c'est ce qui me correspond le mieux. Et c'est vrai que 2020 me l'a confirmé. Donc, on va continuer sur cette lancée. Je vais essayer d'être encore plus assidue sur mes plannings, plus organisée. Ça, c'est super important. Même si en 2020, j'ai quand même fait beaucoup de progrès. Et je suis vraiment contente. On me demande de faire des interventions concernant l'organisation alors que moi, à la base, je suis quelqu'un de pas organisé du tout, donc je suis contente parce que ça veut dire que le travail paye. Donc voilà, encore vraiment travailler l'organisation. Et puis, quand même profiter de la vie parce que travailler, c'est bien, mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça. Et puis, il n'y a pas que ça qui me fait vibrer. J'ai une vie privée et je vis quelque part en plus où vivre est quand même super cool, donc j'ai envie de profiter de ça. Et faut que j'arrive à faire ça, en fait, m'organiser pour que j'ai plus de temps libre et que je puisse profiter de ma vie à Berlin, de mon chéri, de mes amis. Et voilà, donc voilà. Le mot, ce sera organisation pour 2021. Ok, on note. 2021, pour toi, c'est l'organisation. On reviendra à la fin de l'année pour savoir si tu as vraiment pu t'organiser comme tu le souhaitais. Mais c'est tout ce qu'on te souhaite. La dernière question que tu connais mieux que moi. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, quelle serait-elle, Tia? Alors, c'est vrai que je pose cette question à chacun de mes invités. Et j'adore cette question parce que finalement, c'est la plus compliquée. C'est difficile de se résumer en une phrase ou même un court paragraphe, on dira. Mais en même temps, je me dis que c'est vraiment ce qui définit le mieux mes invités. Et comme eux, là, je suis en train de bloquer parce que je ne sais pas du tout ce qu'il faut retenir de moi. Mais je dirais que s'il ne fallait retenir qu'une chose de moi, c'est que on peut avoir peur, on peut se poser énormément de questions, mais il faut y aller. Faut y aller parce que c'est tellement jouissif quand on arrive à ce qu'on voulait faire au départ, que même si c'est pas parfait, même si c'est foireux, et même si c'est moche, même si c'est pas bien, mais au moins on a fait quelque chose, et ne serait-ce que ça, honnêtement, ça fait beaucoup de bien. Et pour une femme qui se remet tout le temps en question, qui se pose 300 millions de questions à chaque fois qu'elle veut essayer quelque chose,
avoir réussi à faire tout ce que j'ai fait, on va dire, ces 3 dernières années, c'est juste dingue. Donc, même si vous avez peur, même si vraiment c'est effrayant, osez. Merci Tia pour cette pause café. C'était super intéressant d'avoir ta vision des choses et de te connaître un petit peu plus. À vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à retrouver ma pause café avec Tia tous les lundis et sur toutes vos plateformes de podcast et bien sûr sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.